vu la pièce de théâtre? Oui. Combien? Levez le doigt. Levez le doigt. Oui, alors eux deux, je les connais, donc c'est normal. Madame, là-bas, je ne vous connais pas, je ne crois pas. Non, on ne se connaît pas. Enchanté, madame. Et là-bas aussi. Et monsieur? Un monsieur que je connais. Oui. Il y a différentes personnes qu'on connaît, parce qu'on vient souvent... on est un petit peu du coin. On est un petit peu enfin, par adoption, mais c'est vrai que Isabelle vient souvent en vacances à Saint-Jean-de-Luz. On peut le dire, hein, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, non, je ne fasse pas de conneries. Et moi aussi, d'ailleurs, je viens souvent en vacances. Ça serait intéressant après de demander ce qu'ils ont ressenti. Oui, absolument. Par rapport à la pièce et absolument. au film. C'est vrai. Donc l'idée, c'est d'ailleurs que vous preniez la parole. Hein, le micro va se balader dans la salle, donc ne soyez pas timide. Et je vais peut-être lancer la première question à propos de la pièce de théâtre. Est-ce qu'Yvan, quand tu as écrit cette pièce, tu avais déjà en tête l'idée de l'adapter au cinéma? Alors non, pas du tout. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que moi, avant d'écrire la pièce de théâtre, je buvais quasiment pas de vin. Non, je vous assure. Mais c'était avant. Depuis, ça a bien changé. Mais malgré tout, j'étais allé une fois à une dégustation de vin et j'avais trouvé ce moment vraiment incroyable parce que j'ai vraiment, il y avait un truc de découverte des saveurs. Donc j'avais trouvé ça très sensuel et en même temps, évidemment, il y a des gens qui, dans cette dégustation, ne recrachaient pas. Donc ils ont assez vite bu un peu trop de vin et du coup, ils étaient très marrants parce qu'ils racontaient vraiment des bêtises. Donc je me suis dit, ça serait le cadre un peu idéal pour une comédie romantique. Et j'avais envie de faire une comédie romantique qui soit avec des gens qui ont déjà vécu. Parce que, je sais pas, ça me touchait plus. C'est vrai que quand on a 20 ans, on se jette dans les histoires d'amour sans trop réfléchir. Mais quand on a un peu plus et qu'on a peut-être subi quelques déconvenues, et ça m'est arrivé, eh ben, on a un peu... Oui, non. C'est bien de le dire. Voilà. Ça nous est tous arrivé. Hein. Ça nous est tous arrivé, hein. Voilà. Eh bien, c'est vrai qu'on a parfois tendance à avoir plus de mal à se relancer, à se dire est-ce que je vais pas encore en prendre plein la figure, voilà. Donc c'est ça, c'est né comme ça, de cette histoire comme ça. Mais pour l'adaptation cinématographique, c'est nous, Bernard Campan et moi, qui avons entrepris Yvan. Ils m'ont entrepris. Et je peux vous dire que quand Isabelle Carré vous entreprend, elle ne vous laisse aucune chance. Et c'est vrai que c'était le jour, pour l'anecdote, c'était le jour de la cérémonie des Molières. Des Molières, enfin de la cérémonie des nominations, parce que la pièce a eu 4 nominations aux Molières, et on a été invité au ministère de la Culture dans les jardins du Palais Royal. Et a gagné le Molière de la meilleure comédie. Voilà, un mois plus tard. Et merci beaucoup. Et donc ce jour-là, je me retrouve Bernard et Isabelle me disent tiens, si on grignotait un petit truc, parce que c'était le matin, et donc il était le temps de l'heure de manger, et là... Là, on te dit, tu as adapté toutes tes pièces de théâtre auparavant, et nous. Voilà. Donc, et nous, pourquoi pas nous, voilà. Et donc, effectivement, et moi, j'étais pas forcément à me dire que j'allais faire ça tout de suite. Et Isabelle m'a dit... J'ai parlé de l'horloge biologique. Voilà. Isabelle pensait qu'il fallait faire le film très rapidement, sinon elle serait plus crédible. Mais moi, je lui dis, t'as tout ton temps, mais elle n'était pas d'accord. Elle me dit, non, il faut le faire vite. Et voilà, donc je me suis mis à l'adapter, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on visait quelque chose de formidable au théâtre, et on a eu envie de prolonger ça au cinéma. D'autant plus qu'à cause du Covid, on n'a pas pu aller présenter la pièce en province. On avait notamment 2 dates de prévues à la Gare du Midi. 2 tournées qui ont été annulées, voilà. Sur coup, en fait. Et notamment 2 représentations à la Gare du Midi. Alors peut-être certains d'entre vous avaient acheté des places. Ouais, voilà, et on est désolé, on n'a pas pu venir. Et ce film est un peu notre consolation, parce que ça nous permet maintenant de présenter l'histoire partout en France. Mais voilà, chez mon ami Olivier Barnège, qui s'occupe notamment de la programmation du théâtre de la Gare du Midi, on a été obligé de reporter, et puis il y a eu une autre vague et on a dû annuler, voilà. Donc ça a été un crève-cœur pour nous de ne pas pouvoir tourner. Vous avez même permis de faire 2 représentations au profit de Surfrider et de l'association BC, une association écologique du coin. Alors on était très impatients de le faire, et voilà, ça s'est pas fait, mais on va trouver une autre on aura une revanche. On reviendra.
Voilà. Et fait rare pour l'adaptation d'une pièce de théâtre au cinéma, on a l'impression que cette aventure a été tellement belle que c'est l'ensemble de la distribution qui a été reconduite au cinéma dans l'adaptation. Oui, c'est vrai que moi j'avais vécu un petit traumatisme au moment de l'étudiante et Monsieur Henry, parce que j'avais des acteurs au théâtre qui n'étaient pas assez, entre guillemets, connus pour faire le film. Et du coup, on avait remplacé tout le monde. Et là, pour le coup, j'avais une distribution avec Bernard et Isabelle qui a l'habitude de faire des longs métrages et de tenir des premiers rôles. Donc j'ai tout de suite dit au producteur, mais moi je veux le faire, mais avec tout le monde. Et c'était aussi vraiment une exigence de Bernard et Isabelle. Et là, tout le monde nous a suivis, on a pu garder. Dans la pièce, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y en a quelques-uns, j'ai tout comprendre, il y avait donc Bernard et Isabelle, mais aussi Steve, Mounir Amamra, le libraire, ce charmant jeune homme, Éric Viellard, pas lourd du tout, et le médecin, Olivier Clavry. Voilà. C'était les cinq comédiens. Tous les autres rôles ont été rajoutés au moment de l'adaptation cinématographique. Et la grande différence entre le film et la pièce, c'est que dans la pièce se passait que dans la cave à vin, et elle était plus vue de l'angle de Jacques, alors que là, le film est un peu plus vu, en tout cas, on entre dans le film par Hortense, parce que comme Hortense ne vit pas dans cette cave à vin, ça me permettait d'élargir le film à plein d'autres décors. Donc voilà, ça a été un des principaux switches entre l'adaptation, entre le théâtre et le cinéma. Voilà. Est-ce qu'il y a une première question pour Isabelle et Yvan? Soyez vraiment pas timides. Là-haut, ouais. Juste à côté de la dame qui a justement vu la pièce et qui pourra dire après peut-être ce qu'elle a ressenti de différence. Et les autres, préparez déjà votre prochaine question. La question c'est, est-ce que le micro marche? Donc la réponse était non. Maintenant, mais bientôt. Deuxième question. J'appuie sur dièse. Voilà, la question c'est... Bon, vous êtes plein de projets, je pense. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est l'avenir. Est-ce que vous avez des projets en cours, aussi bien pour Isabelle que pour vous? Et quels sont ces projets? Essayez de nous dévoiler un petit peu quel est l'avenir. Ah d'accord, tout de suite, vas-y Isabelle. Moi, j'ai sorti un 3e roman qui s'appelle Le jeu des si. Donc, je vais continuer à l'accompagner un petit peu dans plusieurs salons à la rentrée. En même temps, je vais reprendre les tournages, 2 tournages, 2 comédies, enfin non, une comédie et une comédie dramatique, enfin même un drame en fait. Voilà. Et puis en même temps, je vais être aussi au théâtre du Rond-Point où j'aime bien aller, une pièce qui s'appelle La campagne de Martin Krimp. Voilà, mes prochains partenaires au cinéma vont être Clovis Cornillac, Cadmerade et j'ai un trou. Je sais pas. Ah, Franck Dubosc. Franck Dubosc. Voilà, qui est venu ici il y a pas longtemps. Voilà, et moi c'est pareil, je prépare d'autres films et puis j'ai une pièce de théâtre, enfin j'ai 2 pièces de théâtre à la rentrée, une à Paris, une sur Glenn Gould, une autre pièce de théâtre avec Bernard Campan qui se jouera à la Renaissance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame? Moi, c'était pour savoir, parce que j'ai pas du tout vu la pièce de théâtre, mais du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était compliqué d'envisager le film sous un nouveau point de vue, puisqu'on n'avait pas seulement un seul point de vue, comme vous avez dit dans la pièce de théâtre, de changer par rapport à la narration, tout ça? Je me demande si c'était pas un peu un travail compliqué. C'était un travail un peu long, parce que moi, je mets quasiment autant de temps pour écrire un scénario original que quand je pars d'une pièce de théâtre, par exemple. Mais en fait, la pièce de théâtre, il y avait plein de choses dont on parlait, et là, je pouvais les montrer. C'est-à-dire, par exemple, on savait que Hortense était sage-femme, qu'il avait un désir d'enfant. Mais là, j'ai pu filmer une scène d'accouchement où il a du mal à rendre le bébé. Vous voyez, toutes ces scènes-là, en fait, elles étaient... Moi, dès que je me suis dit, je vais faire le film, j'ai eu toutes ces images de scènes qui nous sont venues, qui étaient tout le hors-champ de la pièce, que soudainement, je pouvais montrer. Et puis aussi, il y avait une envie d'aller plus loin dans la rencontre de ces 2 êtres, parce que c'est vraiment 2 solitudes qui se rencontrent. Et du coup, par exemple, la scène dans la voiture où ils attendent au feu rouge, voilà, pour moi, c'est vraiment des scènes de cinéma. J'avais vraiment envie de faire un film de cinéma, de sortir du théâtre. Donc l'idée, c'était d'aller plus parfois dans le non-dit. C'est-à-dire que au théâtre, on dit beaucoup les choses,
Et au théâtre, on est un petit peu comme des enfants à qui on raconte une histoire, et en tant que spectateur, on choisit d'y croire. Si par exemple, je mettais une chaise et des tables et une chaise là, et je disais c'est cuisine, tout le monde serait d'accord. Il y a une convention au théâtre, on se dit ok, c'est la cuisine. Par contre, au cinéma, j'ai besoin d'une vraie cuisine. Vous voyez, au théâtre, on a beaucoup moins de problèmes de crédibilité. Alors qu'au cinéma, l'attente du spectateur, c'est une attente très forte de réalisme et de crédibilité. Donc ça a été très important dans l'adaptation aussi. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et parfois, on sort d'un film en disant « Ah, j'y ai pas cru ». Alors que c'est beaucoup plus rare au théâtre. Vous voyez. Donc il y avait ça qui, au théâtre, pouvait être gênant dans la pièce. Il fallait vraiment faire attention à ce qui n'était pas crédible au cinéma, qui était dans la pièce. Et ça, j'ai dû le gommer peu à peu. Voilà. Et l'intériorité aussi des personnages. Et dans la pièce, on ne quittait pas le décor de la cave de Jacques, en fait. Donc, on ne voyait pas la mer, on en parlait, mais on ne la voyait pas. On ne voyait pas les distributions de repas, des sans-abri. Voilà, c'était vraiment du point de vue de Jacques et de sa cave. Et tout le monde rentrait et ressortait de cet endroit et tout se passait là. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Moi, est-ce que vous avez compris pourquoi les sans-abri jettent une cuillère sur... Non. Oui, certains oui, d'autres non. Alors, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que au premier repas avec Hortense, quand elle apporte le dessert, elle dit « Gardez vos cuillères, car le meilleur reste à venir ». Ah. Voilà, c'est un film qu'il faut revoir au moins 2-3 fois. Il y a énormément de subtilités comme ça. Et il faut le revoir accompagné de plein de monde. Donc on a des cartes d'abonnement, n'hésitez pas. Et pour revenir justement à l'adaptation, Isabelle, est-ce que l'univers d'Hortense qu'on découvre dans le film, est-ce qu'il est tel que tu te l'imaginais toi quand tu jouais toi-même Hortense sur scène? Oui, la grande différence des deux Hortense, je dirais que dans la pièce, elle était quand même un petit peu plus rentre-dedans. Et dans le film, elle a une timidité, une fragilité, elle a une solitude qui est un peu plus présente. Il y a cette blessure aussi avec sa mère qui est beaucoup plus sensible dans le film que dans la pièce. Dans la pièce, c'était plutôt drôle. Et là, bon, il y a quand même cette mort qui arrive en direct. Enfin, ça, c'était pas du tout le cas dans la pièce. Non, elle perdait pas sa mère pendant la pièce. Il y a beaucoup de couches, en fait, émotionnelles qui se sont rajoutées. Mais moi, j'avais besoin dans le film qu'elle découvre que Jacques a ce deuil. Et du coup, ça marchait bien qu'elle perde sa mère. Donc voilà, j'ai créé ça pour que ça... Voilà, j'ai tué la mère, quoi. Dans le sens propre. Allonge-toi. Voilà. C'est ça. Alors, qui veut prendre la parole? Ici, devant. J'ai une question en fonction de la musique. J'ai trouvé que la musique était très très belle dans le film. Et donc moi, je suis trompettiste. Et en fait, il y a beaucoup de cuivre dans votre film. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que c'est un film qui a beaucoup d'émotions. On passe de la rire aux pleurs, à tout. Et justement, pour moi, les cuivres, c'est ce que ça représente. Et merci pour avoir mis en lumière ces instruments. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la musique. Pourquoi vous avez fait ces choix-là? Ah ben merci, ça me touche parce que moi aussi, j'apporte toujours un grand soin aux musiques de films que je fais. Et je travaille souvent avec le même compositeur qui s'appelle Laurent Quenin. Et c'est vrai que pour moi, les cuivres, c'est comme l'intérieur de nous. C'est comme des boyaux. Et quand on joue dans une trompette, d'ailleurs, on en joue avec la bouche. C'est comme le prolongement de nos intestins, de ce qu'on a digéré ou pas. En tout cas, c'est de nos organes intérieurs, quoi. Moi, ça me parle beaucoup de l'intériorité, la trompette. Et c'est vrai que c'est un très grand trompettiste qui a joué sur le film, qui a fait plein d'albums de jazz, plein d'albums de variété. C'est un des meilleurs trompettistes français qui est venu jouer. Et quand il a joué, franchement, c'était... Ça s'appelle comment? Mais je sais plus du tout. Je suis désolé. Je vais te poser la question. On va passer au générique. Sinon, je l'aurais dit, hein, mais... Sinon, il y a un autre musicien qui a un nom prédestiné. Oui, c'est vrai. Qui lui chante la chanson. Oui, la chanson que vous avez entendue pendant la scène de la voiture là, du feu rouge dont je parlais. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout... c'est pas du tout son métier à la base. Et en fait, dans un cadre privé, un soir, il s'est mis à chanter cette chanson. Et nous, on se connaissait pas bien, et je suis allé le voir, je lui ai dit « Ah, j'adore cette chanson, j'aimerais bien la mettre dans un film. » Il m'a dit « Oui, oui. » Il savait pas du tout que j'étais réalisateur. Il m'a dit « Ah, bah, si tu veux, hein, voilà, y a pas de problème, fais ce que tu veux. » Et lui, ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Romain Vigne.
Donc pour un film sur le pinard, il était parfait. Et en fait, Romain, au début, il m'a pas vraiment cru. Et puis après, je lui dis, j'aimerais même que tu joues dans le film, parce que c'est lui qu'on voit chanter la chanson un peu furtivement. Mais lui, par contre, n'est pas musicien. Et c'est la première fois qu'il joue en public et dans un film qui plus est. Oui, pas musicien professionnel. Hein. C'est lui qui joue vraiment de la guitare quand même. Hein, Et donc, il s'est retrouvé là. Il m'a dit, ah non, mais c'est... Enfin, il a mis longtemps à se rendre compte que c'était vrai. Et toute cette histoire... Il se doutait, mais il n'avait pas compris que c'était... Voilà. Et parce que Isabelle Carré, je crois, il ne voyait pas qui c'était à la base. Et donc, il n'est pas du tout dans ce monde-là, quoi. Et donc... Et là, il m'a dit, attends, je vais sur scène, vous allez me filmer et tout. Et en fait, il l'a fait super bien. Et la chanson, elle va être, pour certains qui auraient envie de la réécouter, elle s'appelle Human, U-M-A-N. Alors, il y en a certains qui croient que c'est du basque. Ça ressemble un peu, hein. Un petit peu. Non, ça ressemble pas du tout. Ici, si je dis ça en Gironde, ils me disent oui, ça ressemble. Mais si je dis ça ici, non, ça ressemble pas du tout à du basque. En tout cas, c'est un langage inventé qui n'existe pas. Et la chanson s'appelle Human, U-M-A-N, et la BO va sortir la semaine prochaine sur les plateformes, donc si vous voulez la réécouter, elle sera en ligne. Et c'est Romain Vigne, ça s'oublie pas pour un film sur le pinard. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et profitez-en, hein, ils ne seront pas là tout là-bas, Mandy. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vous remercie de bien répondre à ma question. Attendez, vous ne l'avez pas encore posé, on ne sait pas si on va répondre. Hein. Vous allez y répondre, parce que bien sûr. Je pense que ça va intéresser peut-être beaucoup de monde. Moi, j'étais un peu surpris par le cadre dans lequel vous avez tourné ce film, qui est magnifique, et notamment cette église est superbe. Où est-ce que ça se situe? Alors, c'est dans la ville de Troyes. C'est la cathédrale de Troyes, la ville de Troyes, qui se trouve en Champagne, parce que pour moi, c'était important de tourner le film dans une région viticole. Et en fait, j'ai longtemps cherché cette cave à vin, parce que c'était un décor assez difficile à trouver, en fait. Parce que la plupart des caves à vin, elles sont souvent très sombres, très en longueur, et donc pas du tout pratique pour tourner, et souvent un peu exigu. Et moi, c'est un décor où on a passé 1 mois, et donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui soit assez ergonomique pour le tournage, et je voulais des entrées de lumière qui soient un peu naturelles. Donc, parce que je voulais jouer sur les textures, je voulais jouer sur les reflets à travers les bouteilles. Et donc on a cherché, et un jour, le bureau d'accueil des tournages de l'Est nous envoie des photos, et quand on a trouvé cette cave à vin, qui existe, hein, et qui est vraiment en face de cette cathédrale, moi j'étais hyper content parce que j'avais l'impression d'avoir Hortense, la cathédrale, et Jacques, la cave à vin, qui se faisaient face, si vous voulez. Donc symboliquement, c'était parfait. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que le film commence comme ça. On voit cette cathédrale qui pour moi est Hortense, qui va aller vers Jacques. Voilà, c'est une sorte de symbolique, c'est vachement bien pensé, hein, vous voyez. Voilà, merci. Non, je plaisante. Hein, mais... Enfin, en même temps, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est dans la ville de Troyes. Et pour l'anecdote, la première avant-première qu'on a fait, c'était à Bourges. Et on me pose la même question que vous, monsieur. Et je dis, ah ben c'est pas loin d'ici, c'est à Troyes. Et là, éclat de rire général dans la salle. Parce que Troyes et Bourges, c'est 350 km, je crois. C'est vous dire mon sens de la géographie. Voilà. Voilà. Oui, madame. Est-ce qu'on a éclaté des vraies bouteilles de vin? Alors non, aucune bouteille de vin n'a été maltraitée sur ce tournage. Et souvent on nous pose la question, ce n'était pas du vrai vin que buvaient les comédiens. Parce que par exemple pour cette grande scène de dégustation, il faut savoir qu'on commençait à tourner à 9h du matin et qu'on l'a tourné en 2 jours, et ils ont dû boire chacun 3-4 litres de liquide. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de boire. Et du coup, on ne pouvait pas mettre du vrai vin parce qu'il tenait très mal l'alcool. Mais il y a quand même eu une récompense à la fin, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas des jolies larmes sur le verre de vin... Oui, pour la scène avec les larmes du vin, vous vous souvenez? On a dû ouvrir une bouteille de Châteaubriand. Et là, on s'est dit, bon, c'est quand même dommage de la gâcher.
Voilà, donc Ce qui- Bernard Ce qui explique que la cascade derrière est très réaliste. Non, J'avais fait avant la cascade. oui. Non, Je rip facilement. Isabelle, on n'a pas bu parce qu'elle n'est pas dans cette scène-là. C'est la scène où ils sont avec Bernard, Steve et Jacques et le médecin, pardon. Et On avait ouvert une autre alors parce oui, que, oui, on en si, a si. ouvert après. Si, en fait, en y repensant. Et c'est vrai que cette scène, le médecin m'a demandé de la refaire. Non, je l'ai pas bien dit. Et voilà. Et effectivement, c'était du 350 € la bouteille. Et on en a ouvert 3-4 quand même. Mais c'est le Château Aubryon que nous avait envoyé parce qu'on citait leur vin. Et il en restait. D'ailleurs, il y a beaucoup de vins dans la cave de Jacques qui sont un peu les mêmes pour cette raison. Oui, c'est ça. Si vous revoyez le film 3 ou 4 fois, comme vous allez tous le faire, vous verrez qu'il y a certaines étiquettes qui sont un peu les mêmes parce qu'en fait, on n'avait pas le vin qui était chez ce caviste-là. Le caviste avait enlevé tout son stock parce qu'il avait peur avec les projecteurs et tout qu'on abîme les bouteilles. Et donc, nous, on a dû amener 1500 bouteilles. Et ouais. Et c'était difficile. Et chez un caviste, vous allez avoir 1000 références différentes. Nous, 1500 références différentes, c'était impossible. Donc, il y a plein de bouteilles qui sont un peu les mêmes. On a triché les étiquettes, tout ça. Mais en tout cas, non, on n'a pas cassé des vraies bouteilles. En tout cas, pas des vraies bouteilles pleines. On les avait vidées avant. Et après, on a rajouté du colorant. C'est vrai qu'au théâtre, on a testé toutes les possibilités pour créer du faux vin. Par exemple, le jus de raisin, c'est beaucoup trop sucré pour en boire tous les soirs sans arrêt. Donc, c'était des colorants alimentaires. Le blanc, c'était avec de la verveine. Même là, le blanc, c'est de la verveine. Pour le Chablis... On a eu 300 représentations pour tester. Donc, on est des pros pour faire du faux vin. Mais d'ailleurs, puisque vous êtes à cette avant-première et que j'aime bien vous faire une confidence, c'est que le film avait une fin supplémentaire. Il y avait une fin après la fin que vous avez qu'on a choisi, enfin j'ai choisi principalement avec mes producteurs, de retirer. Et ça se passait 1 an et demi plus tard. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Oui. Bah oui. Donc, c'était pour voir si vous étiez encore là. Donc, vous êtes bien là. Donc, 1 an et demi plus tard, Jacques et Hortense sont en train de déjeuner dans un très joli restaurant, le long d'un cours d'eau. C'est le midi. Et ils demandent la carte des vins. Et là, il y a un sommelier qui arrive, et c'est Steve. Donc, il est devenu sommelier, il apporte la carte des vins, mais c'est un sommelier... C'est un monologue magnifique. Voilà, oui, il se lâchait sur tous les vins qui existaient. Tout ce qu'il avait appris. Voilà, tout ce qu'il avait pris, mais en même temps avec une tchatche pas possible. Donc, il était à la fois très érudit et en même temps très marrant. Et puis, on entendait un petit cri de bébé. Et là, Hortense sortait d'un landau un bébé. Et là, on s'est dit, il y a une limite à la happy end. Donc, on va quand même arrêter le film un peu plus tôt. Mais parce que peut-être certains d'entre vous seraient sortis de la salle en disant « Non, c'est trop, j'y ai pas cru. » Donc voilà, j'ai préféré arrêter le film à ce moment-là où leur futur reste à écrire. On sait qu'ils vont être ensemble, mais voilà, ça reste ouvert. Ceci dit, on ne savait pas si ce bébé était le fruit de la PMA ou d'autres choses entre eux. Hein. Oui, ça, c'était pas élucidé, parce que l'idée, c'est que c'était peut-être pas le plus important. Donc ça, c'était pas dit. Du coup, la scène n'a pas été tournée? La scène a été tournée, et elle a été coupée au montage. Mais vous le savez. Ne le répétez à personne. Hein. Voilà. Alors, qui a encore une question pour Isabelle Carré ou Yvan Calbeyrac? Oui. Devant au premier rang. Il y a un jeune homme là, et puis après, là-haut. Oui. Est-ce que c'était vraiment Jacques quand la voiture s'est crachée à un moment dans le film? Alors non, c'était un cascadeur. Okay. Parce que c'est très dangereux. C'est même moi, là, c'est la première fois que je faisais une scène j'ai fait déjà plusieurs films, mais c'est la première fois que je faisais une scène de cascade. Parce que moi, je suis plutôt des comédies, des films où personne ne se tire dessus. En fait, c'est très impressionnant. Parce qu'en fait, du coup, je me sentais très responsable. Et donc, il y a un cascadeur qui arrive. Il dit, bon, tu veux combien de tonneaux? Je lui dis, voilà, je voudrais 10 tonneaux. Il me dit, pas de problème, je vais te faire ça. De Aubryon, alors. Voilà, de Aubryon et aussi de voiture, vous avez raison, monsieur. Et donc, il y a le chef des cascadeurs qui lui dit, voilà, tu montes à 120 ou 110, tu fonces. Il y avait un tremplin qu'on a effacé en post-production.
Et en fait, donc il part comme ça, il appuie, on avait tout vu ensemble, hein. Et puis voilà, on met plusieurs caméras parce qu'on peut le filmer qu'une fois, parce qu'on avait enfin, je crois qu'on avait 2 voitures à défoncer. Parce que la voiture, après, il n'y en a plus. Hein. On n'avait fait qu'une prise. On a fait qu'une prise, ouais. Parce que là... Et en fait, le mec se lance, il part à fond comme ça. Nous, on est derrière les écrans, mais je vous jure, moi, j'avais le cœur qui battait, j'avais peur pour lui, quoi. Donc, il a un casque et tout, mais... et puis, il prend le tremplin, il roule, il fait des tonneaux, hop, la voiture s'arrête. Et là, silence de mort. Et là, on ne sait pas. Et en fait, s'il va bien, la convention, c'est qu'elle sonne. Mais il laisse toujours un temps. Et je vous jure, ce temps, il m'a paru, mais interminable. Donc la voiture fait 15 tonneaux, elle se retrouve là, et au bout de 3-4 secondes, et là, on court tous vers lui et tout. Et franchement, vous avez vu les images à l'intérieur. Il y avait des protections partout quand même. Il avait des protections partout, mais les images à l'intérieur, c'est d'une violence, le choc. Et la voiture est préparée, c'est-à-dire qu'il y a des arceaux de sécurité pour pas que le capot, enfin le plafond s'écrase sur lui. C'est un truc de fou, hein. Ça paraît tout simple, mais ça m'a fait flipper. Donc c'était pas Bernard Campan. Voilà, pour répondre à la question, c'était pas Bernard, parce qu'en plus, même si vous l'aurez voulu, d'ailleurs il voulait pas, lui, mais, mais même s'il avait voulu, pardon, les assurances, c'est pas possible. On peut pas prendre le risque de mettre en danger un acteur, voilà. Il faut des gens dont c'est le métier. Et lui, le Castellar, il fait ça toutes les semaines. Toutes les semaines, il risque sa vie. Hein. C'est quand même... Alors, moi, j'ai pas vraiment de questions. J'ai vu la pièce de théâtre à Paris, donc au Théâtre de la Renaissance. Oui. Et, vous êtes où, madame? Je suis là. Ah, ça y est, je vous vois. Et donc, je voulais vous dire que j'avais adoré votre pièce, qui en plus était dans un théâtre qui a beaucoup de charme. Et moi, justement, j'ai bien aimé l'unité de lieu qu'il y avait dans la pièce. Le fait qu'on soit tout le temps dans la cave. Et effectivement, les points de vue ne sont pas exprimés de la même façon, je trouve, en comparaison dans le film. Et vous évoquiez la fin qui était un petit peu différente. Il y avait une scène aussi dans la pièce, moi, qui m'avait fait beaucoup rire, de Steve qui faisait le ménage en dansant. Et ça, c'était très très drôle aussi. Ça, vous auriez aimé la voir dans le film? Oui, parce que vraiment, ça m'avait fait beaucoup rire. Je comprends, en sortant les fesses. Voilà. Et c'était une pièce que j'avais envie de revoir. J'avais pris des places pour moi et ma sœur à Biarritz. Ouais. Et malheureusement, vous n'avez pas pu venir. Donc j'espère, si c'est possible, que vous puissiez refaire une tournée. C'est vrai que c'est deux choses différentes, hein, le film et la pièce. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est 2 objets complètement différents. Je trouve aussi, oui. Ouais. Donc si jamais vous pouvez la rejouer, ça pourrait être chouette. En province. Eh ben, pas de problème, madame, on va faire ça. Non, peut-être on le fera, là, c'est vraiment maintenant le temps du film, mais peut-être dans quelques années, on reviendra, on ne sait pas encore. Voilà. Moi, j'avais une question sur Mounir, que j'ai trouvé excellent. Vous pouvez nous en parler un petit peu de Mounir, le Steve du film? Vous êtes où, monsieur? Ah oui, c'est encore, oui. Alors, Mounir, c'est un jeune acteur qui s'appelle Steve Amamra, il avait déjà fait un peu de cinéma. Steve, c'est Mounir Amamra. Voilà, ça y est. J'ai bu un peu de vin avant de venir. Et comme j'en bois pas beaucoup, c'est toujours difficile. Du Croze l'Ermitage, d'ailleurs. Très bien. C'est un acteur que j'ai trouvé en casting, en fait. Il avait déjà fait quelques longs métrages. C'est un acteur qui nous a fait quelques frayeurs au théâtre, pardon. C'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai engagé, quand on a commencé les répétitions au théâtre, on lui a dit, bon, à partir de la semaine prochaine, on joue tous les soirs. Il ne nous croyait pas. Il dit, Bernard Campan et Isabelle Carré vont venir tous les soirs au théâtre pour jouer. Lui, ça lui semblait impossible. Donc je dis oui, on va jouer tous les soirs. Il fait non, il y a certains soirs, on va faire autre chose quand même. Non, c'est tous les soirs. Tous les soirs jusqu'en juin. Je fais oui, c'est comme ça. Je fais non. Il n'y croyait pas. Mais vraiment, tu te souviens, Isabelle? Il arrivait aussi 5 minutes avant le lever du rideau. Normalement, dans les conventions théâtrales, on doit arriver une demi-heure avant. Voire une heure avant. Ah, il y en a qui viennent même 4 heures avant. Hein. Robert Hirsch, j'ai joué à côté de lui au théâtre de l'œuvre. Il était là 4 heures avant. Bon. Mais, pas Mounir à maman. Pas Mounir, non. Et c'est vrai que parfois, 5 minutes avant le lever du rideau, il n'était pas encore là. Et donc, on a eu peur, en fait, dans les premières semaines, qu'il arrive en retard. Après, on a compris que, non, en fait, c'était sa méthode. Et j'en connais d'autres, hein. Il n'y a pas que lui, hein, des acteurs qui arrivent comme ça. Mais il n'a jamais raté une représentation. Et à la fin des 300 représentations, c'est lui qui pleurait le plus.
c'était le plus triste que ça s'arrête. Et en fait, il aurait bien voulu faire ça tous les soirs, presque de sa vie. Peut-être pas, mais en tout cas, encore longtemps. Et sa sœur est réalisatrice. Tu as une question? Attends, on va te donner le micro pour que les gens derrière t'entendent. Pourquoi il n'y a pas Bernard? Pourquoi Bernard n'est pas là? Ça, c'est la vraie question. T'avais envie de le voir? Tu le connais, des inconnus, tout ça? Non, tu ne connais pas des inconnus? Non, mais les inconnus, ça repasse en boucle. Ouais. C'est trop jeune, pardon. Ben écoute, parce qu'il est encore en vacances, Bernard. Aux États-Unis. C'est pour ça, aux États-Unis. Du coup, ça faisait loin. Et il n'a pas pu venir, mais on est désolé. On aurait bien aimé qu'il soit là. On partage ta déception, parce que nous aussi, on aurait aimé qu'il soit là. C'est vraiment quelqu'un de merveilleux, et moi, j'étais très, 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 très heureuse de le retrouver. 20 ans après avoir joué une première fois avec lui, dans un film qui s'appelait Se souvenir des belles choses, et je peux dire que je m'en souviens des belles choses que j'ai partagées avec lui. Et quand j'ai reçu la pièce que m'a proposée Yvan, et je savais déjà, parce qu'il était déjà sur la distribution, je savais que ça serait avec lui. Je l'ai lu en 5 secondes 5 la pièce, et j'ai voulu tout de suite appeler Yvan, et pour la pièce bien sûr, mais aussi cette joie de retrouver ce partenaire que j'avais pas retrouvé depuis. D'ailleurs, pourquoi personne n'y a pensé avant? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a la réponse ici ce soir? Non, probablement pas. En tout cas, c'est quoi ton prénom? Jules. On va appeler Bernard, on va lui dire Jules était très déçu que tu ne sois pas là. Je pense qu'il va rappeler qu'il était des États-Unis. Et c'était pas le seul, il y a aussi madame. C'est quoi votre prénom? Alors, il y avait Jules et Natacha. Si on a d'autres, vous me le dites, on fait... Une question de là-haut. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous féliciter pour une chose que j'ai rarement trouvée, c'est l'émotion que vous avez su faire passer les deux acteurs, et vous féliciter, vous, le réalisateur, pour un film plein d'émotions et plein de valeurs. Donc, merci. Merci beaucoup, monsieur. Je suis d'accord avec vous pour les valeurs, parce que c'est vrai que quand on parle de comédie, et moi c'est ce qui m'avait vraiment plu dans le projet d'Yvan, et dans tous les films d'ailleurs qu'il réalise, dans ses pièces aussi, on rit beaucoup, on rit, mais on rit pas contre. On rit et on n'a pas honte de rire. Et du coup on sort, on est léger, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de partager, on a envie comme un peu dans les films de Capra, je sais pas si vous aimez comme moi ces films, La boutique au coin de la rue de Shop Around the Corner ou La vie est belle. Voilà, c'est des films qui vous donnent envie de partager, d'aller vers les autres, d'être... Alors que les comédies qu'on voit aujourd'hui, souvent, pas toutes, mais souvent ça casse. Et on a un peu mal de rire, quoi, au bout d'un moment. C'est un peu acide, quoi. Là, non. Là, on peut y aller franco. Oui, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci pour le film. Très réussi. J'ai une petite question autour de l'idée originale du film. D'où vous est venue l'idée du film? Sachant qu'en plus, si j'ai bien compris, avant le film, vous n'étiez pas du tout un adepte du vin. Comment est né Parce que tout tourne autour du vin, en fait. Oui, parce qu'en fait, j'aimais bien cette idée. En fait, j'avais envie de faire une comédie romantique, j'avais envie de faire une histoire d'amour. Moi, c'est vrai que j'adore les histoires d'amour. Au cinéma, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Et moi, ce que je dis parfois, c'est que la grande aventure dans la vie, c'est peut-être pas d'aller faire le tour du monde, c'est peut-être juste d'aimer. Donc, c'est pour ça que je fais des films là-dessus, parfois, en tout cas. Et donc, j'avais envie de raconter ça, l'histoire d'une rencontre entre deux êtres, et qui sont tous les deux très empêchés. Et en fait, dans le code de la comédie romantique, souvent, on sait déjà qu'ils vont finir ensemble. On se dit, ah là là, on voit l'affiche, on se dit, d'accord, ils vont tomber amoureux, et à la fin, ils vont être ensemble. Et le jeu, en fait, qui s'installe entre le spectateur et l'auteur du film, c'est à un moment, qu'on réussisse, en tant qu'auteur, à faire croire que non, ils vont peut-être pas y arriver. Et donc, du coup, l'idée, c'est de trouver des obstacles les plus forts possibles pour que finalement, cette histoire ne soit pas forcément réalisable. Et donc là, j'ai choisi de mettre une femme qui avait un fort désir d'enfant face à quelqu'un qui a perdu un enfant et qui veut surtout plus en entendre parler, pour créer un conflit. Parce qu'aujourd'hui, l'amour, il est quand même relativement libre, à part dans des contextes religieux, mais sinon, dans la plupart du temps,
on peut aimer un peu qui on veut en France de nos jours. Et j'avais envie de faire un film en France de nos jours, vous voyez. Donc l'idée, c'était ça. C'était de trouver une comédie romantique avec des obstacles très forts pour que l'amour ne soit pas forcément, enfin que ce couple ne soit pas forcément possible et pour qu'on doute quand même qu'ils finissent ensemble. Voilà. Et le vin, du coup? Et le vin, pour moi, c'était le lien entre eux. C'est ce qui allait briser la glace. Parce que comme ils étaient chacun très éloignés l'un de l'autre, pour moi, le vin, c'est quelque chose de très convivial, en fait. Et comme le cinéma, d'ailleurs. Je trouve que le vin, chaque bouteille raconte une histoire. Et je trouve aussi que chaque bouteille, ben, c'est mieux, comme les films, de les partager ensemble plutôt que de les déguster seul chez soi. C'est pour ça que c'est super de venir en salle. C'est parce que moi, je trouve ça magnifique parce que justement, c'est comme des bouteilles de vin, on les partage ensemble et ça a un goût encore supérieur et ça crée des souvenirs encore plus beaux. Et voilà, et dans le film, ce vin, il a cette valeur-là de créer du lien. C'est un film qui parle beaucoup du lien, comment recréer du lien. C'est vrai qu'après tout ce qu'on a vécu, les liens ont été parfois mis à mal. Et voilà, Hortense, elle est dans l'associatif, elle cherche sans arrêt à créer du lien. Il y a un lien qui se recrée avec sa mère, il y a un lien de transmission entre Jacques et cet apprenti qui prend chez lui. Tout le film est sur, si vous y repensez, est sur le lien, en fait, sur comment recréer du lien quand ces liens ont été mis à mal. Mais c'est vrai que en tant que réalisateur, et du fait que vous étiez assez éloigné du vin, vous n'avez pas eu cette peur de crédibilité, d'être... Ah ben on a bossé, hein. Moi j'ai été voir des cavistes, j'ai fait lire des scénarios par des sommeliers. C'est vrai qu'en France on peut dire des conneries sur plein de sujets, mais pas sur le pinard. Parce que justement, tout le monde vous tombe dessus. Et quand Bernard Campan au théâtre s'est trompé une fois, il a dit, au lieu de Macon, il a dit Morgon, et en attribuant... Il y a eu des lettres. Il y a eu des lettres anonymes, des menaces de mort. Non, ça va très loin, faut pas dire des conneries sur le pinard. Donc effectivement, je me suis vachement renseigné, j'ai fait des dégustations, et en même temps, je trouvais ça bien d'avoir un regard un peu extérieur, un peu novice sur le sujet. Et voilà, mais en même temps, effectivement, on a fait très attention à ce que tout ce qui était dans le film soit juste et vérifié moult fois. Et c'est une habitude chez vous effectivement de prendre un sujet, d'avoir une idée originale dont vous y connaissez strictement rien à la base et essayer de le transposer dans une histoire de challenge. Alors une habitude, je sais pas, mais par exemple mon premier film c'était Irène, c'était l'histoire d'une femme et moi je suis un homme et c'est vrai qu'en plus j'étais un jeune homme et qu'à cet âge-là la femme c'était un peu la différence, quoi, c'était vraiment l'autre. Et donc oui, je trouvais que c'était une gymnastique intéressante parce que c'était vraiment l'histoire d'une jeune femme de 30 ans et sous ses états d'âme, tout ça. Et donc, oui, j'aime bien essayer de prendre quelque chose qui m'est lointain pour essayer de me le réapproprier. Et finalement, pas si loin, finalement, au final, plus on avance dans le sujet, quoi. Non, mais effectivement, c'est très réussi, en tous les cas. Et même les photos, la lumière, tout ça, c'est très, très joli. Vous êtes spécialiste. Vous avez très bon goût, non, en tout cas. pas trop, en fait. Au niveau visuel, ouais. c'est super joli, la lumière est super. Ouais, j'ai vraiment essayé de travailler ça. C'était magnifique. C'est un film très, très visuellement très joli à regarder, ouais. Et peut-être que du coup, même à l'étranger, ça va faire un beau film promotionnel pour le... Ben, on espère, oui, c'est vrai pays, que oui, c'est vrai que le film a déjà des ventes en cours à l'étranger et que c'est vrai que pour moi ce film c'est aussi un hommage à la France d'une certaine manière, à la France de nos petits commerces, parce que souvent ces commerces où justement on crée du lien plutôt que les hypermarchés qui sont très pratiques mais où personne va pouvoir vous conseiller quoi que ce soit, où on se rencontre pas. Voilà, ça parle aussi de ça, des commerçants, des libraires, et puis nos terroirs aussi, voilà, ça parle de tout ça quelque part d'une manière intéressante. Ça y est, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Tac, tac, tac. Madame. Ici à gauche, en haut, après ici et après là-bas. Oui, il y a madame là. Ah, juste après, madame. Moi, c'est pas une question, je voulais juste dire à Isabelle, je vous ai trouvée très lumineuse. Merci beaucoup, madame. Juste là. Bonsoir, merci pour ce film. C'était vraiment très très agréable de voir notamment comment vous avez pu traiter la complexité de la thématique du vin, c'est-à-dire tout ce qu'on peut y projeter, la rencontre, la dialectique, les avertissements aussi, c'est-à-dire que
Le vin peut être joyeux, le vin peut être intéressant, le vin peut être dangereux. Absolument. On sait aussi on a tendance à dire au niveau de toutes les blessures que le vin et l'alcoolisme, c'est aussi la tristesse de l'âme. Et puis on voit aussi que quand tout ça est transcendé, c'est un moment de rencontre. Donc je trouve que c'est super intéressant de pouvoir traiter la thématique dans sa globalité et de manière transversale. Bravo. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. C'est vrai qu'un des écueils possibles, c'était de faire un éloge du pinard et un éloge de la boisson. Donc pour moi, c'était important de montrer aussi la boisson sous tous ses aspects et pas de faire un film qui soit un éloge trop fort de boire jusqu'à plus soif, quoi. Oui. Alors moi, je suis un grand fan de comédie romantique et du coup, j'ai adoré votre film. Donc, je voulais savoir s'il allait peut-être avoir une adaptation en DVD ou un truc comme ça. Ah oui, le film va sortir en DVD, je crois. Thierry, il y a mon distributeur de Studio Canal qui nous accompagne et qui est bayonnais, d'ailleurs. Donc, on peut l'applaudir, Thierry Lacaze. Un enfant du pays qui dirige Studio Canal et qui... voilà, c'est le 3e film que je fais avec Studio Canal, donc merci c'est fantastique de travailler avec eux. Et oui, on nous demande souvent s'il va y avoir une suite, et on a pensé à un titre qui serait pas la suite, mais la cuite. Mais les producteurs ne suivent pas du tout sur ça. Donc voilà. Non mais pour l'instant, c'était quoi votre question? Ah oui, il y aura un DVD, pardon. La cuite est déjà pas loin, voilà. Oui, pardon. Bonsoir. Alors moi, je voulais vous demander, c'était quoi votre vin préféré? Ah, voilà une bonne question. Dans le tournage ou dans la vie? C'était l'Iroledi, forcément. Dans la vraie vie. Non, on n'a pas de vin basque sur le tournage, mais dans la vie ou sur le film? Dans la vie. Dans la vie, ben moi j'aime vachement bien le Croz l'Ermitage. Franchement. Et on vient d'en boire un là parce qu'on a dîné en attendant de vous. Et il y avait un Croz l'Ermitage. C'était où là? Je t'ai jamais vu en boire autant. Ah là, délicieux. Moi qui n'aime pas le vin, c'est magnifique. Et toi, c'est quoi? Moi j'aime bien un vin qui n'est pas un vin hyper connu. Dans le Minervois, j'avais découvert ces vins lors d'un tournage. Ça s'appelait 21 nuits avec Paty, des frères Larieux. On tournait dans le Minervois et le vin s'appelle la Nine. Voilà. Personne ne connaît. Il est très bon. Mais on a aussi bu un vin qui s'appelait le cul de quoi? Non, pardon. Le cul du loup. Le cul du loup. Mais c'est très bon. Voilà, vous êtes content de l'apprendre. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, on progresse, hein, c'est ça. Oui, madame, on va enchaîner. Bonsoir. Le sujet, bien sûr, c'est le vin. En tant que caviste, il connaît très bien le vin. Il s'y connaît beaucoup moins en cuisine. Qui ça? Bernard Compo. Ah oui. Oui. Dans le film, il réchauffe des plats dans le micro-ondes. Oui, c'est vrai. Un peu dommage. Ça vous a pas donné envie de dîner avec lui? Pas vraiment. Non. Vous l'invitez au restaurant. Oui, non mais c'est vrai que je voulais montrer un homme seul qui a un peu lâché l'affaire, quoi. Donc qui mange tout seul avec son plat de pâtes. Là, c'était un film sur le vin. Moi, j'ai fait un film sur la nourriture. Précédemment, je ne fais que des films de bouche. Donc Délicieux, qui est sorti juste avant, voilà. Là, il soignait la nourriture, mais là, non. Non, c'est vrai que niveau, ça ne donnait pas envie, je suis d'accord. Mais c'était l'idée, hein, on a fait exprès. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Il y a monsieur là-haut. Oui, bonsoir. Bonsoir. Lors du tournage, est-ce que Isabelle et Bernard se sont démarqués? Ils sont tombés amoureux. Oui, absolument. Se sont démarqués du scénario, ou ont eu une petite note personnelle? Démarqué du scénario, non. En fait, on a été... Des dialogues? Ah ben non. Non, ça nous arrivait de... Non, si, ça nous arrivait de... En fait, Yvan nous dirigeait... fallait, oui, suivre les indications, bien sûr, et l'histoire. Mais après, on avait le droit à une prise freestyle. Toujours.
Non, mais en fait, on a beaucoup travaillé ensemble. On peut improviser à ce moment-là. On a travaillé ensemble en amont, ouais. Oui, en amont beaucoup. C'est vraiment, on se connaissait très bien. On avait toute cette histoire de la pièce ensemble. Donc on parlait beaucoup de ce qu'on allait faire avant de tourner et comment on allait le faire. Et à chaque fois, Bernard et Isabelle et les autres comédiens, évidemment, s'ils avaient des propositions, on en parlait. S'ils avaient des idées. Surtout pour la pièce, en fait. Surtout pour la pièce, mais même un peu pour le film. Ouais. Quand on avait fait la première lecture de la pièce, moi j'avais dit à Yvan que je trouvais que c'était vraiment bien à chaque fois que Hortense, pendant la dégustation, avait un lapsus révélateur. Donc, pour le dire gentiment. Donc, on en a rajouté quelques-uns. Oui. Ouais. C'est vrai que Isabelle, il trouvait ça bien que moi, j'avais pas osé y aller autant. Du vino veritas. Voilà. Et c'est vrai que plus ça allait, plus on a été vers des phrases à double sens que vous avez pu voir. Et pour le film, tu voulais en couper notamment celle qui était mon plus grand gag au Théâtre de la Renaissance. Et tu voulais la couper, et j'ai vraiment insisté pour que ça ne soit pas le cas. C'est ça, et tu as eu raison. J'avais peur que ce soit trop, mais en fait... voilà. Ah, moi j'avale, hein, vous êtes prévenus. Voilà, ça, hors de question de couper ça, Isabelle. Donc non, enfin, on travaille beaucoup en collaboration. Après, c'est vrai que c'est assez écrit, mais si on a des nouvelles idées, il y a toujours la possibilité de tenter quelque chose de différent et de voir si c'est mieux. On a eu le temps de travailler sur ce film. Comme on était dans un décor pendant un mois, dans ce décor de la cave, on a vraiment eu le temps de travailler. On a eu d'énormes fous rires, pour l'anecdote, quand on a fait la rétro-olfaction. Vous savez, quand ils font les têtes, là, pas possible. Là, on n'avait pas ça dans la pièce parce que le spectateur était loin et on ne pouvait pas avoir des gros plans comme ça au théâtre. Mais ça, au cinéma, quand on a commencé à tourner cette scène de rétro-olfaction, il y en a des heures de rush. Et franchement, ils ont fait toutes les têtes possibles et imaginables. Je leur demandais voilà. Et ça, on pleurait de rire quand on a tourné ça. À un moment, tu m'as engueulé parce que le temps tournait et j'arrivais pas à m'arrêter. C'est vrai. De rire. Isabelle est très rieuse sur un plateau. J'ai eu des fous rires beaucoup avec cette dégustation sur le plateau aussi. Hein. Oui. Au moins un par semaine. Oui, aussi sur scène. Mais sur scène, c'est moins grave parce que quand l'acteur rit, souvent c'est contagieux et le public rit aussi avec lui. À condition de se récupérer, quoi. Voilà. Après, évidemment, il faut enchaîner. Est-ce qu'il y a une petite dernière question avant que... Oui, de tout devant. Et peut-être madame après. Comment vous avez eu l'idée des sans-abri ? Eh bien, d'abord, à votre avis, est-ce que ce sont des vrais ou des acteurs ? Qui pense que ce sont des vrais et qui pense que ce sont des vrais ? Ok. Et qui pense que ce sont des acteurs ? Non, c'est des acteurs. Non. Qui n'en sait rien ? Qui n'a pas compris la question ? Qui doit rentrer parce qu'il est tard ? Voilà, donc on va bientôt conclure. Alors, vous avez tous raison. Il y a un mélange de vraies personnes qui ont connu la rue et de comédiens. Et en fait, moi, j'ai l'impression que dans les films, souvent, les sans-abri, souvent, ça sonne parfois un peu faux. Pas tout le temps, mais parfois. Et donc, je voulais vraiment qu'il y ait une bande de sans-abri qui fasse plus vrai que nature. Donc, on a travaillé avec des gens. Comme on avait besoin d'aller dans une paroisse, on était dans une vraie paroisse, on a demandé aux différentes paroisses qu'on a visitées en repérage s'il y avait des gens qui avaient envie de participer à un tournage. Voilà. Et je les ai castés. Et donc, il y a certaines personnes qui n'avaient jamais fait d'image jusque-là et qui ont été super. Et puis d'autres qui avaient déjà fait des films. Et certains sont des vrais comédiens. Alors là, pour le coup, certains qui jouent beaucoup. Notamment... Qui m'offre la fleur. Oui, non, c'est les plus. Mais notamment Raphaël Thierry, qui a une tête vraiment très... Il fait plein de films, oui. Il est incroyable. Je sais pas comment le décrire autrement. Voilà. Et comment j'ai eu l'idée, pour répondre à votre question, en fait, j'avais envie de faire un film donc sur le lien, et donc j'aimais bien, et déjà dans la pièce, Hortense venait dans la cave pour acheter une bouteille pour ses dîners de SDF. Et en fait, moi, j'ai une amie qui faisait ça. Elle faisait chaque semaine un dîner avec un groupe de sans-abri à Paris. C'était il y a quelques années, et j'avais trouvé ça très touchant. Donc, et voilà, et ça se passait bien. Ils se retrouvaient, ils faisaient les courses ensemble, ils préparaient le repas, ils dînaient, et puis voilà. Après, chacun repartait.
parce qu'évidemment, ils n'étaient pas logés, mais voilà, et c'était une fois par semaine, et je sais pas, ça m'avait ému, et j'avais envie de mettre ça dans un film, quoi. Voilà. Et j'avais envie de faire un film qui soit parlé d'aujourd'hui, c'est pareil, on n'a pas évoqué la PMA, mais pour moi, c'était important de mettre des thèmes qui soient vraiment actuels. J'avais pas envie de faire un film qui aurait pu être tourné il y a 20 ans, par exemple. J'avais vraiment faire un film d'aujourd'hui. Et il y a madame qui voulait réintervenir. Ah, il y a une question. Ah, une photo, oui, on va faire ça après. Une dernière question, peut-être monsieur là-haut. Attendez, on vous donne le micro. Et après, on fait une photo, madame. J'adore qu'on me prenne en photo. C'était pour Isabelle, pardon, d'accord. Oui, monsieur. Oui, j'avais une toute petite question. À la vue du film, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un lien de parenté avec le film Les Émotifs Anonymes, un peu. Surtout dans le jeu d'acteurs entre Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde pour le film. Est-ce que J'y ai repensé, moi aussi, quand on tournait plus dans le film d'ailleurs que dans la pièce. Et puis aussi le lien entre les deux personnages qui étaient le chocolat dans Les Émotifs Anonymes et là le vin. Et je ne sais pas si tu y avais pensé. Il y a aussi un autre lien d'ailleurs qui nous est venu tardivement. On s'est dit mais oui, dans ce souvenir des belles choses, il y avait déjà Bernard Campan qui tenait une cave, mais c'était très court. On le voyait dans une toute petite scène. Et aussi il y avait une dégustation de vin à l'aveugle à un moment donné dans ce souvenir des belles choses. Mais moi je m'en souvenais pas du tout. Parce que c'est vrai que finalement, j'ai trouvé que la dégustation, ça pourrait presque être le numéro 2 des Émotifs Anonymes par certains, notamment dans le jeu des acteurs, enfin dans le couple en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont tous les deux très mal à l'aise et qu'ils ont beaucoup de mal à aller faire l'un vers l'autre. Et moi, je venais de faire un film avec Benoît Poelvoorde, donc c'est rigolo aussi. Non, mais c'est sûr moi, j'avais adoré ce film, donc c'est sûr que c'est une référence tout à fait inspirante et tout à fait superbe film et je comprends très bien. Bon, on va vous laisser rentrer chez vous, peut-être aller boire un petit coup, parce que parfois ça donne envie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Le film sort dans 3 semaines, donc on a besoin de votre bouche à oreille. N'hésitez pas à en parler si ça vous a plu, à ne pas en parler si ça vous a pas plu. Et merci beaucoup. Bonne fin de soirée.